Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis Zo Aubin, chargé de communication de Afrique Development Consulting, en abrégé ADC, également chef de projet digital. Je tiens personnellement et au nom de ADC à vous remercier d'avoir accepté de prendre part à cette première session de FinTalk. Le FinTalk est une initiative du cabinet ADC et l'objectif est de pouvoir rassembler chaque mois des entrepreneurs et chefs d'entreprise avec des décideurs financiers afin de pouvoir démystifier les différentes difficultés rencontrées dans le domaine financier. Aujourd'hui, jeudi 15 mai, nous avons l'honneur et la chance d'avoir avec nous des experts dans le domaine de la finance, de la banque et de la microfinance. Et le thème qui nous rassemble est intitulé comme suit: PME et financement, pourquoi votre dossier de crédit est toujours refusé? Nous avons la chance d'avoir également à notre côté un modérateur, M. Go Fabrice, qui est également banquier. Et sans plus tarder, nous allons démarrer sous peu. Mais avant de démarrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter le cabinet ADC. Alors, depuis sa création en 2018, Afrique Development Consulting, en abrégé ADC, s'est spécialisé dans le conseil en financement. Le financement, comme je disais, est un acteur clé plutôt du conseil en investissement. Et le cabinet s'est spécialisé dans le financement de projets, la stratégie d'entreprise et bien entendu la formation professionnelle continue. Alors, c'est dans ce sens que l'initiative FinTalk a été lancée. Merci pour votre présence. Nous allons démarrer dans le vif du sujet et je laisse la parole à M. Gauve Fabrice, le modérateur de la séance. D'accord. Merci, M. Zo. Donc, c'est un plaisir pour moi d'animer cette première séance à laquelle j'ai reçu une invitation de la part de l'un des formateurs avec qui je tiens beaucoup une bonne amitié. Donc, je vais me présenter rapidement avant de démarrer. Je suis, comme vous l'avez présenté, vous m'avez dit, je suis chef de service crédit dans une banque avec près de 10 ans d'expérience en tant qu'analyste crédit et responsable crédit aujourd'hui. Et analyste financier aussi, fait des cabinets bien avant d'entrer en banque. Voilà. Donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui, vous l'avez présenté, c'est PME et financement. Pourquoi votre dossier de crédit est toujours refusé? Donc, les deux participants aujourd'hui vont nous permettre de pouvoir comprendre les thématiques liées au crédit bancaire, les différentes problématiques liées au financement des PME et dans un premier temps et dans un second temps, donner, on va dire, des bonnes pratiques pour construire un bon dossier de crédit. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si je vous remets la parole pour pouvoir démarrer ou je vais démarrer directement avec les différents intervenants. Oui, allez-y. Vous pouvez démarrer avec les intervenants. D'accord. Donc, monsieur Kouma, je pense qu'on va commencer par vous. Vous vous présentez rapidement, on a 10 personnes à peu près en participation. Voilà. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Fabrice Kouma, j'ai également une dizaine d'années d'expérience en banque en tant qu'analyste crédit, analyste risque de crédit, chargé d'affaires corporate, chargé d'affaires PME. Aujourd'hui, je suis responsable PME dans une banque de la place. À côté de ça aussi, je suis un passionné de banque, donc j'ai sorti quelques livres justement sur les thématiques bancaires pour justement contribuer à démocratiser tous ces thèmes financiers pour qu'ils soient le plus accessibles à tous. Donc, voici globalement la présentation. Allô? Allô? Oui, c'est bon, hein, on reçoit. D'accord. Donc, bon, les objectifs du webinaire, c'est de démystifier le processus de demande de crédit bancaire pour les PME
Donc, naturellement, vous êtes un bon profil, tu comprends l'approche du cabinet. Identifier les erreurs fréquentes dans le montage et le des crédits. Pour nous qui sommes praticiens, on pourra donner des éléments et fournir des conseils pratiques sur la structuration des dossiers de crédit. Et bien entendu, c'est un cadre d'échange pour pouvoir permettre aux participants de comprendre l'environnement et puis comment nous fonctionnons. Martial Conan, je vais vous laisser le soin de vous présenter rapidement avant qu'on démarre sur le premier sujet avec des questions. Ok, Avec des d'accord. questions. Ok, bonsoir à tous. Donc, je suis Martial Conan. Je vais dire que j'ai 24 ans de banque et de finance. Je suis aujourd'hui dans le secteur de la microfinance. J'ai été chef d'agence, chef de service PME-PMI, directeur retail et TPE. J'ai exercé au sein d'Ecobank, de Banque Atlantique, d'un certain nombre de structures. Et depuis quelques mois, je suis dans le domaine de la microfinance comme directeur général adjoint dans une des 3 plus grandes microfinances de la Côte d'Ivoire. Donc, je suis vraiment content de vous rejoindre sur ce sujet-là pour qu'on puisse partager un peu nos expériences. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Martial Conan. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui d'avoir, on va dire, une grande personnalité parmi pour cet échange. Monsieur Zo, je pense qu'on va démarrer la session avec les questions liées aux différentes parties. La première partie qui s'agit de démystifier le crédit bancaire. Donc, on va poser la question à nos différents intervenants. C'est quoi exactement aujourd'hui une PME? Et puis, comment, on va dire, les institutions financières définissent une PME? Je vais laisser le soin à monsieur Bonan peut-être de nous donner une définition. Et puis, monsieur Kouma pourra enchérir s'il y a des éléments additifs à faire. D'accord. OK, merci beaucoup. Voilà, donc c'est vrai que quand on parle de PME, il y a des définitions distinctes, hein. Certains conçoivent les PME comme étant des structures qui ont un nombre limité d'employés et tout. Mais quand on regarde un peu la BCAO considère qu'aujourd'hui, une PME, c'est déjà une structure qui a un registre de commerce ou bien tout autre qui est enregistré un registre de commerce ou tout autre registre équivalent et qui a un chiffre d'affaires qui n'excède pas les 1 milliard. Ça, c'est la définition de la BCAO. Mais dans la pratique, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous notons qu'un certain nombre de banques ont une approche qui peut être différente. Dans certaines banques, une PME, ça peut être une structure qui a un chiffre d'affaires à partir de 500 millions. D'autres même considèrent qu'une PME, c'est une structure qui a un chiffre d'affaires à partir de 2 milliards. Et dans l'organisation des banques, vous noterez qu'en agence bancaire, en général, on gère les toutes petites entreprises en priorité et que c'est généralement au niveau du siège qu'on trouve vraiment les services qui gèrent les PME-PMI. Voilà, je vous remercie, monsieur. Ok, Axel. merci. Je pense que la définition elle est assez claire. Monsieur Kouma, Fabrice, si tu as... Bon, tu me permets de te tutoyer, hein. Si tu as des éléments à ajouter, je ne sais pas. Bon, Ouais. juste peut-être compléter que, bon, on a fait environ 4-5 banques. Souvent, comme M. Conan a dit, d'un point de vue réglementaire, dans le dispositif potentiel de la BCAO, c'est maximum 1 milliard. Mais dans la pratique, effectivement, dans certaines banques, jusqu'à même 10 milliards, tu peux être considéré comme une PME. J'ai vu dans certains environnements, PME étaient classifiés pour les chiffres d'affaires 1 et 10 milliards, d'autres de 2 à 8 milliards, mais sur le terrain, parfois jusqu'à 10 milliards, tu es toujours dans le département PME. Au-delà, on te passe en grande entreprise. Ok. Donc, on retient que c'est vrai, certes, la BCAO a une définition propre à elle, mais chaque banque, selon son approche commerciale, segmente ou définit une PME selon son approche risque, son approche commerciale et ses produits justement qu'elle adresse à cette clientèle-là. D'accord. Et en général, quels sont les types de crédits qu'on adresse aux PME ou quels sont les crédits le plus souvent sollicités par les PME?
Et je pense que c'est une question importante pour nos participants, parce que c'est vrai qu'on peut connaître tous les types de crédits, mais connaître les crédits propres aux PME est un atout, justement, pour atterrir dans le montage des dossiers de crédit en lui-même aussi. Parce que si je suis une PME je veux un crédit qui, lui, s'adresse généralement aux grandes entreprises, je pense que peu importe ce que je vais démontrer dans mon dossier de crédit, je ne serai pas, on va dire, favorable à la demande que je vais faire. Donc, moi, écoute-moi, je vais te demander, comme tu as déjà un livre qui traite le sujet et tu as une bonne expérience en passant de chargé d'affaires, analyse crédit, aujourd'hui responsable PME, quels sont les produits, on va dire, phares en termes de crédit des PME que les banques ont mis en place et quels sont ceux qui sont les plus connus par les PME elles-mêmes? Bon, le crédit le plus connu par les PME, tout le monde en général, c'est le découvert. Le crédit le plus connu, voilà, c'est le découvert. Mais en général, quand tu discutes avec eux, bon, en général, ils ont très souvent le réflexe peut-être de dire veut un découvert autre. Mais dans la pratique, les facilités, déjà en termes de nous, à la banque, ce qu'on appelle crédit, il y a plusieurs sortes, hein, même les engagements par signature, il y a ce qu'on appelle un engagement par signature, aussi il y a ce qu'on appelle des crédits de trésorerie. Crédit de trésorerie, ça veut dire qu'on met l'argent à ta disposition, de l'argent liquide sur ton compte, tu peux travailler. Il y a aussi ce qu'on appelle des engagements par signature. C'est comme si la banque supportait 40 pour toi pour des opérations que tu vas faire. Donc, en général, le sujet des PME, c'est qu'elles ont tout le temps des commandes de certaines entreprises. Ça peut être une entreprise privée ou publique qui a besoin de prestataires pour réaliser des opérations spécifiques. Donc, ces entreprises-là font appel à des PME. Ces PME soumissionnent à des marchés, des bons de commande et autres. Et en fonction de l'expérience, on leur octroie le bon de commande. Le problème qu'elles ont, c'est qu'on n'a pas forcément la liquidité pour travailler. Donc, la plupart des financements que tu auras à faire sur des PME, d'abord en termes d'engagement particulier, c'est par exemple des cautions de soumission, parce que lorsque celui t'octroie le marché, Allô, on t'a perdu, hein? alors vous m'entendez? On t'avait perdu là. Si tu peux Ah, reprendre pardon. tout. Ouais. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle des cautions de soumission, par exemple. Celui qui va lancer l'appel d'offres pour demander des prestataires pour faire le marché, ne veut pas avoir à reprendre tout ce processus une fois on t'a recruté, que finalement, tu n'es pas capable de le faire. Donc, il va demander des cautions de soumission. Une banque va se porter garant pour toi pour s'assurer que quand tu as le marché, tu seras à même vraiment de le faire. Ils vont aussi demander ce qu'on appelle des cautions d'avance de démarrage, parce que même s'il veut te donner une partie pour commencer à travailler, il faut s'assurer que tu vas travailler dans les règles de l'art, tu ne vas pas disparaître avec les fonds. Après, on te demande des cautions de bonne exécution définitive pour être sûr que tu vas arriver au bout du marché. Donc, c'est des crédits, ce genre de demande-là, on est là tout le temps au niveau des PME. Au-delà de ça, mettons, tu as les avances sur compte commande, c'est la trésorerie qu'on leur met à disposition pour faire les marchés. Souvent aussi, ils arrivent à faire d'eux-mêmes et ils attendent des règlements. Vu le rapport de force relativement faible, ils ont besoin d'encaisser rapidement cette liquidité pour faire d'autres opérations. Donc, on leur fait souvent des avances sur facture. Et tous ces financements en général, vu le volume, les banques ont créé ce qu'on appelle des programmes de crédit, ils ont défini des critères prédéfinis qui vont prendre en compte l'expérience, la capacité à exécuter le marché et même parfois la capacité de reprise de la PME pour qu'une fois qu'elle reprend une grille de notation classique, elle puisse rapidement avoir accès au financement. On a aussi développé pas mal de produits transactionnels, comme on dit, des facilités assez simples à mettre en place. Au-delà d'avance sur facture, tu peux avoir aussi une traite. Une traite aussi, c'est un moyen de paiement que tu as sur des clients qui peuvent être bien référencés. On te permet aussi d'escompter ces traites-là. Donc, c'est en général ce type de financement-là qui sont les plus demandés et en général les plus simples à mettre en place pour les PME. OK. Bon, d'accord. Donc, Monsieur Conan, vous qui Oui, aujourd'hui êtes au microfinance, est-ce qu'il y a oui. il y a une différence, je dirais, entre, bon, le Mhm, besoin est quasiment pareil pour les PME, mais est-ce que dans l'approche du mhm. financement, il y a une différence entre une microfinance aujourd'hui et puis une banque? Oui, je dirais qu'il y a quand même une différence.
Les besoins des clients restent les mêmes, mais c'est la satisfaction pour l'expérience que je suis en train de faire. C'est vrai que j'étais au Sénégal où j'étais administrateur dans une microfinance et on se rend compte en venant ici que c'est exactement la même chose. Vous savez, dans le financement des PME, il y a deux choses. Il y a le financement de l'exploitation, comme Fabrice le disait tout à l'heure, où on va financer les bons de commande, on va financer un certain nombre de besoins liés en fait à l'exploitation. Et il y a d'autres besoins liés, par exemple, aux investissements. Une PME qui veut acheter des machines et tout cela, ce n'est pas forcément toujours évident dans le domaine bancaire, quoique maintenant, on commence à avoir du crédit bail, du leasing et tout. La différence avec la microfinance, c'est quoi? La microfinance, elle va venir, elle va regarder un peu ton besoin, elle va se dire, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? Je vais acheter des vêtements supplémentaires pour améliorer mon stock. Ils vont venir regarder un peu tes mouvements, voir un peu comment est-ce que tu fonctionnes, et puis vraiment t'aider pour gérer ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, comme on dit généralement. C'est-à-dire que tu as besoin d'argent pour faire tourner régulièrement ton activité, et la microfinance te donne cette possibilité-là. Donc, en général, au niveau des microfinances, c'est vraiment des besoins en fonds de roulement. Je suis dans une quincaillerie, je veux pouvoir augmenter mon stock, je viens voir la microfinance, elle fait une analyse, elle me donne un crédit peut-être sur 1 an que je rembourse au fur et à mesure. Et chose intéressante, c'est que dans le domaine de la microfinance, on finance aussi quand même pour les PME, on finance quand même l'investissement. Voilà, donc je dirais qu'il y a peut-être une plus grande facilité au niveau de la microfinance que dans le domaine bancaire, mais les montants ne sont pas aussi élevés forcément que dans le domaine de la banque. C'est bon, Axel? Si, c'est bon. Donc, je pense que vous avez une approche, on va dire, plus dans l'opérationnel de l'entreprise, si je comprends bien. C'est ça. C'est ça. Flexibilité, ça. on essaie de comprendre l'activité et puis on allège certaines choses pour des montants pas plus élevés que dans le domaine de la banque, mais avec une certaine ouverture quand même. D'accord. Donc, bon, on note que le besoin des PME aujourd'hui, c'est en général pour le financement de l'exploitation et quelque peu de l'investissement. Donc, aujourd'hui, les différentes banques ont plusieurs produits qui adressent justement ces besoins-là. Mais selon la banque, l'approche peut être différente ou le niveau de couverture de ces des garanties peut aussi différer. Ce qui m'amène justement à poser une question sur la question des garanties, de savoir si aujourd'hui, s'il est possible de financer une PME sans garantie réelle. Et quand c'est le cas, quel est vraiment l'élément favorable qui permet de pouvoir accorder ces crédits sans garantie? Et comment? Comment tu peux... Quel élément de réponse tu peux avoir sur ce sujet-là? Oui, il est possible de financer une PME sans garantie. En général, ce qu'on appelle garantie dans l'analyse de tout le monde, c'est soit on met du cash, soit on donne des terrains. Mais les règles locales donnent vraiment une panoplie d'autres solutions comme des cautions personnelles et autres pour couvrir. C'est quoi le rôle d'une garantie en général? Voilà, ça permet vraiment de lever un point d'ombre, hein, une façon de penser en général que tout le monde a surtout les PME. C'est de penser que c'est la garantie qui va lui donner le crédit. Non, le banquier, comment ça fonctionne la banque? On collecte des dépôts un peu de tout le monde, que ce soit des épargnants, de ceux qui font des DAT, on apporte aussi chez d'autres banques, on fait aussi refinancer des tranches la BCE, on a de la liquidité, il faut qu'on place. Allô? 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 Qu'est-ce que j'ai? On t'a perdu à un moment donné. Oui. Voilà. Donc, quand je collectais, par exemple, 100 millions chez quelqu'un qui m'a prêté sur 3 mois, un DAT d'une personne X, et que je prête ce même montant-là à une personne Y, ce qui m'intéresse en priorité, c'est que cet argent-là revienne à bonne date. Pour que celui qui m'a donné le DAT vienne dans 3 mois prendre son argent, je puisse lui remettre directement le DAT. Voilà. Donc, si on a compris ce principe-là, on comprend qu'une garantie ne va jamais être un critère décisif à 100% pour financer un crédit. Parce que si je fais une analyse purement sur les garanties, je dirais par exemple à la personne qui fait un crédit de 100 millions, à partir du DAT de quelqu'un qui m'a donné, de me donner un terrain en hypothèque, tout ça. Supposons qu'il me donne le terrain et qu'après il me fait défaut.
le temps que je vais faire ce recouvrement, le temps que je vais faire toutes les procédures administratives, juridiques qui sont hyper lourdes, celui qui vient récupérer son argent, je ne peux pas le donner, je ne peux pas lui expliquer que j'ai fait un crédit à quelqu'un qui n'a pas remboursé parce qu'il m'a donné une garantie, j'ai fait le financement. Donc, ce n'est pas la garantie. Donc, la garantie, en quoi c'est quoi son rôle en réalité? C'est quand on a fini de faire toute l'analyse intrinsèque de la PME, on a regardé, on a évalué sa capacité de remboursement, on va venir prendre cette garantie-là pour couvrir en fait une sorte d'asymétrie d'information qu'on a beaucoup sur les PME. On a du mal, la difficulté qu'on a principalement, c'est de vraiment arriver à percevoir le risque qu'on prend en finançant une PME. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on a le mal à évaluer même ses capacités financières. Voilà. En général, tu as des données disparates, tu n'as pas une organisation structurée, tu as des bilans qui ne reflètent pas la réalité, tu as une activité qui fonctionne totalement avec souvent du cash sans trace sur les relevés bancaires. Du coup, le banquier a un peu du mal à évaluer vraiment de façon pratique la capacité de remboursement d'une PME. Du coup, c'est quoi le rôle de cette garantie en général? Quand on a fait d'autres recoupages, on se rend compte que peut-être la PME a la capacité de rembourser, on a envie d'aller de faire ce financement. Cette garantie demandée là a en réalité un caractère dissuasif. C'est que si on te prend cette garantie, ça va t'inciter, si demain tu as envie de faire autre chose avec l'argent, de détourner, ça va t'inciter à venir rembourser. Voilà. Donc, il y a des financements qui sont, j'ai envie de dire, tellement simples et d'évidence. Je prends le cas d'une escompte de traite. Tu as travaillé pour une grosse entreprise qui t'a fait une traite, par exemple, et tu dois l'escompter. Si le payeur est confortable et par exemple, il est souvent même dans la même banque que toi, on peut te faire cette avance-là sans même garantie. Ça se fait. Mais en général, dans les dossiers PME, il y a toujours une garantie minimum que les banques aiment bien, c'est la caution personnelle, parce qu'on s'est rendu compte qu'en général, il y a... Parce que quand vous êtes sous forme SAR ou SARLRU, souvent, on dit que ton risque est limité à ton apport dans la société. Donc, comme souvent, il y a un mélange de patrimoine personnel du promoteur. Il prend la liquidité de l'entreprise pour s'enrichir personnellement, comme il peut aussi injecter des fonds. Il y a cette confusion-là qu'on essaie de couvrir avec des cautions personnelles pour dire qu'il faut que tu t'engages personnellement quand même à faire le financement. Donc, tout dépend du financement. Naturellement, si j'achète des machines pour toi, je dois les prendre en garantie. Si j'achète des camions pour toi, je dois les prendre en garantie parce que c'est moi qui les ai financés. Mais il y a des facilités transactionnelles très simples, comme celle qu'on a citée là. Les avances sur facture, si c'est des bons payeurs qui sont bien identifiés, bien référencés au niveau des banques, tu attends juste d'être payé, on va pas te demander des garanties importantes et lourdes pour couvrir ce genre de facilité. Donc, il y a des crédits qui se font sans garantie, mais en général, tu as un minimum quand même la CPF, voilà, la caution personnelle. D'accord. C'est quoi une caution personnelle quand tu en parles? Parce que nous tous, on n'a C'est pas... un engagement moral que tu donnes pour dire qu'au cas où il y a un sujet sur l'entreprise et autres, on peut quand même te faire appel à toi personnellement, parce que c'est pas toi, tu n'es pas l'entreprise, c'est l'entreprise qui doit rembourser. Mais si jamais, en tant que le promoteur, il y a un sujet, tu peux quand même y contribuer personnellement pour couvrir le crédit. Mais c'est un engagement moral au départ. D'accord. Donc, si je comprends bien, effectivement, il peut y avoir des crédits sans garantie selon le type de financement qui pourra être Selon le type. l'objet propre d'une autre rencontre, d'un autre webinaire. Mais la caution personnelle solidaire du promoteur permet en cas, parce qu'il y a des promoteurs qui peuvent transférer leurs biens au nom de la société pour ne pas pouvoir être, on va dire, touchés eux-mêmes à leur niveau. Donc, la caution permet de pouvoir toucher ces personnes-là qui ont des biens qui existent en tant que tel, afin de leur mettre une certaine pression morale sur le remboursement de leur prêt. OK. D'accord. Je pense que c'est clair à ce niveau-là. Mais moi, ça m'emmène à la question de savoir aujourd'hui pour M. Conan, selon son expérience aujourd'hui, quels sont les facteurs ou les erreurs dans les dossiers qui emmènent très souvent au refus? Au moins 2 ou 3 erreurs afin que nos participants comprennent dans les dossiers qu'est-ce qui peut être l'élément qui peut jouer en défaveur de leur dossier de crédit. Juste 2 ou 3 éléments, puis bon. On pourra D'accord, ok. clôturer cette session. D'accord, ok, merci. Bon, je pense que il y a plusieurs éléments, mais un point sur lequel je veux insister, vous savez, quand on s'en va voir son banquier, c'est comme si on partait à un entretien de recrutement. Surtout quand on va le voir pour un crédit. Tout ce qu'on va dire va être pris en compte.
Et malheureusement, ce qui se passe par moment, c'est que quand on est en train d'aller voir son banquier, on n'a pas une véritable préparation. Cette préparation peut être liée au fait qu'il faut avoir un certain nombre de documents ou même être liée à ce qu'on va lui dire, en fait. Donc, je pense qu'une des raisons pour lesquelles certains dossiers ne passent pas forcément, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de préparation et que l'information qui est véhiculée souvent aux banquiers n'est pas aussi de qualité. Supposons que je sois une PME et que je sais que à un moment ou à un autre, je vais pouvoir aller vers un banquier. Ça suppose que depuis que je me suis créé, je commence déjà à essayer d'avoir quelques informations financières minimales pour pouvoir aller vers le banquier. Malheureusement, certains ne prennent pas forcément les dispositions pour s'apprêter à ce niveau. Et quand on va vers le banquier, c'est maintenant que souvent on essaie de constituer des états financiers qui viennent montrer un certain nombre de déphasages avec certaines données attendues. Et à partir de là, le banquier, il a peut-être une entreprise qui fonctionne bien, mais les états financiers qu'on lui présente montrent que l'entreprise est plutôt en faillite. Donc, je pense qu'il y a la question de la préparation, il y a la question de la documentation qui est donnée. Je vais me limiter à ces deux éléments en dehors de tous les autres que M. Roumon va évoquer. Si. Donc, on note que le manque de préparation qui prend tous les aspects de la partie organisationnelle même de la PME, de la tenue on va dire, des statistiques. Si je parle de là, c'est-à-dire les données sur, par exemple, les produits en termes de chiffre d'affaires par clientèle, etc. Et aussi la qualité de ces informations, notamment sur la question des états financiers qui très souvent sont tenus lorsqu'on a une demande de crédit qui se prépare. Donc, je pense que le point, c'est de préparer, quand on crée sa société, quand on sera amené forcément à aller vers des institutions financières, c'est déjà de se préparer dans cette optique-là afin de mettre en place une organisation qui permet d'avoir des informations de qualité et puis aussi des informations fiables pour pouvoir communiquer à son banquier. D'accord. Donc, je pense que si la question est claire. Et comment tu as un point à ajouter, on va, je pense, clôturer cette section du webinaire. Avec la permission de moi, M. Zou, hein, bien sûr. Oui, moi, c'est pour dire il faut travailler la banque. Voilà. Ce qu'on remarque, en général, c'est que tu as des personnes, comme je disais, qui travaillent totalement hors du circuit bancaire. Toute son activité, elle se fait hors du circuit bancaire. Et ensuite, le jour où il a une urgence, il vient à la banque pour dire qu'il veut du crédit. Mais bon, crédit vient de confiance. Voilà. Moi, j'ai l'habitude d'Henri, quand on discute, je dis, mais souvent même nous, entre amis, souvent même entre frères, on se refuse de donner du crédit. Ou bien même quand une connaissance t'appelle pour dire, donne-moi du crédit, tu refuses. Mais quand c'est une banque, il faut qu'on te donne crédit tout de suite parce que tu en as besoin. Non, moi, je pense que, comme je dis, à la fin de la journée, ce qui rembourse un crédit, c'est ce qui vient sur le compte. Si tu ne travailles jamais à la banque, ça sera hyper compliqué pour toi d'avoir du crédit. Donc, ce n'est pas quand tu as besoin d'argent tout de suite qu'il faut venir à la banque. Il faut habituer ton organisation à fonctionner à la banque. Tu peux ne pas en avoir besoin maintenant, mais si tu as une vision à long terme et que tu sais que tu vas arriver à un certain niveau, même les plus grosses entreprises au monde ne sont pas faites seules. Il y a toujours un banquier qui a poussé une entreprise à arriver à cette taille, ces multinationales qu'on voit, être totalement avec les banques. Donc, souvent, tu es dans la contrainte souvent de la fiscalité, il faut être franc, de l'organisation de l'activité totalement informelle, mais il faut trouver des voies et moyens. Souvent, je donne des questions assez simples. Tu as des PME, tu as un fournisseur unique pour l'activité. Mais dans la pratique, elles vont collecter des clients, des montants en espèces de leurs clients et aller verser directement en espèces, par exemple, sur le compte de ce fournisseur-là pour des paiements. Je trouve que ce n'est pas une bonne stratégie. Si tu as un seul fournisseur, va ouvrir ton compte dans sa banque, encaisse avec des clients. Si tes clients sont, je sais pas, je dis, par exemple, dans une zone X donnée où il y a une banque à proximité, habitue-les à te faire un versement directement sur le compte bancaire, te donne en espèces. Et quand toi, tu as ça, tu fais un virement au fournisseur dans la même banque. Ça te crée un historique. Quand tu vois ça, ce historique-là sur 12, 24 mois, tu vois qu'à un moment, même c'est le banquier même qui va venir vers toi pour te dire, mais tu fais toujours des paiements, est-ce que tu n'as pas besoin d'un appui complémentaire? Donc, il faut apprendre déjà à travailler à la banque. Il faut faire ce sacrifice-là. Une fois que tu as travaillé avec la banque, tu vas voir que c'est des choses qui vont être plus simples après quand tu dois faire un dossier de crédit. Parce qu'on aura des évidences, voilà, des trucs clairs. Tu payes tel fournisseur, tu encaisses de tel client. Ça se voit clairement que tu travailles avec ces entreprises-là. Pas besoin de faire de grands discours pour convaincre X ou Y. On aura des
évidences en face. Donc, il faut intégrer la banque dans son fonctionnement quotidien. OK, c'est bien noté. Donc, je retiens que il faut dire la traçabilité et puis un minimum de relations bancaires avec une banque, même si on n'a pas l'intention directe dans l'immédiat de prendre un crédit avec celle-ci. Effectivement, nos PME fonctionnent très souvent à l'encaissement et puis on n'a pas de traçabilité. Donc, quand le client il a des états financiers qui semblent réduisants, au final, quand on regarde ses mouvements sur ses différents comptes bancaires, on a l'impression aussi que ce bilan-là peut être faux. Ça, c'est une réalité aussi. Pour pour terminer sur la question de la part de subjectivité sur un dossier de crédit dans la décision finale, par exemple, si je n'ai pas de visibilité sur les opérations bancaires d'un client, quoi que me dit ses états financiers donnent des bons chiffres, naturellement, je suis amené à douter sur la part, sur le bilan et ça peut m'amener à prendre une mauvaise décision. Donc, on retient qu'au final, faut se préparer. Cette préparation, comme l'a dit M. Conan, et comment on va passer par tous ces aspects-là, apprendre à travailler avec la banque, faire passer ces opérations sur la banque. Donc, accepter des paiements par virement ou par chèque, même si ça met du temps pour encaisser. Parce que le plus souvent, justement, ces PME-là sont pressés d'encaisser leur argent dans les médias et avec des fournisseurs aussi en face qui mettent la pression. C'est tout cet environnement-là je pense, qui crée aujourd'hui ces conditions en défaveur ou des conditions discriminantes sur certains dossiers de crédit des PME. Donc, M. Zo, je pense pour ma part, hein, sur la première session, je vais demander à M. Conan Martial de nous faire un récap de ce qu'on a retenu à son niveau sur cette partie et on entamera la seconde partie qui est comment construire un bon dossier de crédit. OK, d'accord. Donc, merci. Je pense que ce qu'on retient de cette partie, hein, c'est que la définition de la PME, elle n'est pas figée. Les banques peuvent avoir une approche différente et tout. Et on retiendra ce qu'on vient de dire aussi. Si on a envie de pouvoir construire une bonne relation avec son banquier, il faut déjà commencer à se préparer. Quelqu'un racontait que la notion de banque, c'est lié au terme de banc. Vous savez qu'en général, quand on est assis sur un banc avec une personne et qu'on est en train de se lever, on dit à la personne « assieds-toi bien » parce qu'on veille à ce que la personne ne tombe pas. Donc, pour s'asseoir sur un banc avec une personne, il faut vraiment qu'il y ait de la confiance. Et pour que cette confiance-là soit aussi construite avec le banquier, il faut pouvoir se préparer et vraiment tisser une relation qui permette au banquier de se sentir à l'aise et de pouvoir financer. Voilà, je pense que c'est ce que je retiens principalement de cette partie. Merci, M. Conan. Je pense que c'est bien résumé, ma part. Monsieur Zo, on continue à la seconde étape. On prend les questions dans le chat ou comment on poursuit? Elle est pas là? Bon, Axel, je pense qu'on peut prendre des questions, ou bien on continue. On prend des questions, voilà. Je pense qu'on va aller directement. Et puis, M. Zo va s'essayer de prendre les questions dans le chat. À la fin, on va échanger dessus pour gagner du temps. Donc, bon, la deuxième partie concerne la préparation ou la construire un bon dossier de crédit. Hein. Donc, naturellement, un dossier de crédit, ça démarre par la documentation. Donc, les participants souhaiteraient savoir les documents minimaux à fournir pour qu'un dossier soit déjà recevable à la banque, pas accepté, hein, mais déjà recevable à la banque. Et puis, dans un premier temps, et comment ça, sur ça, je pense que tu peux intervenir le temps que... OK. Voilà. D'accord. En genre, les documents classiques demandés par les banques, il y a des documents qui sont standards et puis en fonction des types de financement, on pourra demander des compléments. Mais franchement, le minimum que les banques en général demandent, c'est évidemment les états financiers.
les états financiers qui sont, on va dire, la présentation officielle de vos performances financières. Et puis, il faut dire que l'OADAC, quand même, a prévu une façon de présenter en fonction des tailles des entreprises. Tu as un système minimal de trésorerie pour les entreprises d'une certaine taille avec des petits montants et tu as un bilan normal pour des entreprises qui font un certain volume d'activité. Voilà, donc, si vous avez des services comptables, une comptabilité en interne, des prestataires agréés qui pourront faire ces états financiers-là. Après l'état financier, on a ce qu'on appelle des plans de trésorerie. Plans de trésorerie, surtout quand vous demandez des facilités court terme. Si vous voulez demander un crédit de tel montant à rembourser 6-7 mois, c'est bien et bien parce que vous avez fait des projections, vous avez fait vos points. Alors, quand vous partez demander des couvrir à la banque, c'est parce que vos revenus ne couvrent pas vos charges. Donc, vous avez fait un plan, vous avez évalué un gap de trésorerie qui doit être financé parce qu'il sera couvert à une certaine période donnée. Donc, c'est ce plan-là qu'on te demande juste de mettre sur papier. Allô? Oui, c'est bon, j'ai perdu le réseau. D'accord. Il y a le compte d'expansion prévisionnelle qui vous présente un thème de vente prévue, de prestations facturées et de dépenses aussi liées à ça pour voir un peu si vous êtes déjà rentable parce qu'on peut être rentable et ne pas être bon en termes de trésorerie. Il faut faire la différence entre les deux. C'est souvent à cet amalgame-là. Je peux avoir quelqu'un qui me donne, comment dire, un marché où les dépenses pour faire le marché me coûtent, je dis, 100 000 et je dois gagner 400 000. Mais le problème que j'ai, c'est que peut-être je dois payer le fournisseur maintenant. Et lorsque j'aurai fini de faire le marché livré, je serai payé peut-être dans 6-7 mois. Sur le papier, l'opération est rentable, mais je n'aurai pas la trésorerie pour le faire. Il y aura un gap de trésorerie, pourtant c'est une opération très rentable. Il faut faire la différence. C'est ça la difficulté entre le plan de trésorerie et puis le compte d'exploitation, c'est de nous dire est-ce que tes opérations vont permettre de dégager des marges, voilà, d'un point de vue comptable. Et maintenant, le plan de trésorerie nous montre effectivement, justement, tout ce qui est entrée, sortie de trésorerie pour voir ce qui te manque réellement pour pouvoir, justement, réaliser ces opérations que tu as prévues. Ensuite, on va vous demander, moi, je pense que c'est le document qui n'est pas forcément demandé et qui est très important. Je pense que ça fait l'objet, pour la petite parenthèse, Axel et moi, on fait plusieurs articles un peu partout sur ces sujets-là. Il y a pour moi la chose la plus importante qu'il faut mettre dans le dossier, c'est ce que j'appelle la présentation d'entreprise. La présentation. Moi, je pense que peu importe l'expérience du banquier, il ne pourra jamais maîtriser le business de quelqu'un mieux que lui. Voilà. Donc, moi, je recommande à toutes les PME qui déposent des dossiers de crédit avant, au-delà de tous ces documents financiers qui sont demandés par les banques, c'est les mêmes documents, elles toutes, de mettre vraiment un document qui présente l'entreprise de façon tellement fine et extrêmement détaillée. Voilà, il faut vraiment expliquer comment vous vivez au jour le jour. Il faut présenter vos actionnaires, tout ce qu'ils ont fait dans le passé pour qu'on sache clairement à qui on a affaire. Il faut présenter les dirigeants pour qu'on sache qui sont ceux qui prennent les décisions au quotidien. Il faut présenter son historique bancaire. Si on a déjà eu des crédits il y a 10 ans, 15 ans, même si on les a déjà remboursés, il faut présenter aussi les engagements qu'on a. Il faut partager ses relevés de compte. Il faut présenter sa vision, sa stratégie. Il faut faire même souvent un schéma pour expliquer comment on fait son activité au jour le jour. Franchement, tout ce qui va permettre aux banquiers de pénétrer dans votre univers comme s'il travaillait pour vous. Voilà. Parce qu'en général, il y a des dossiers qui sont mal analysés ou mal interprétés juste parce qu'il n'y a pas eu ce travail profond. Voilà. Normalement, c'est notre rôle en tant que commerciaux de le faire autre, mais je me mets dans la posture de celui qui veut aller vite et qui veut vraiment que la banque comprenne. On peut rejeter un dossier, mais le rejeter sur la base d'informations qui ne sont pas justes ou très détaillées, pertinentes. Ça, en général, je trouve que c'est vraiment pas de chance. Donc, si vous pouvez faire ce travail de joindre un tel document assez détaillé qui permettra au banquier, une fois qu'il le lit, avant même de regarder tout ce qui est documents financiers et autres, de bien vous connaître, bien savoir comment vous fonctionnez. Lui-même, ça lui donnera des idées d'accompagnement auxquelles vous n'avez même pas pensé pour mieux vous aider dans votre croissance. Donc, en général, moi, c'est ces documents-là que je vois le plus souvent. D'accord. Donc, je pense que sur la question, c'est pareil pour les microfinances. Hein. On a le point, il faut ajouter la demande du client qui va expliquer aussi ce dont on veut faire avec l'argent. Et
après ce document-là, justement, la présentation de l'entreprise qui va décrire l'activité où on prend notre produit, comment on le transporte, comment on le stocke, comment on le vend, dans quel délai, les clients auxquels on vend. Tout ce document-là doit vraiment présenter l'entreprise en détail afin d'avoir une bonne visibilité pour celui qui veut faire un financement à ce client-là. Et maintenant, les éléments financiers qui sont les états financiers, le plan de trésor. Aussi, vous n'avez pas déjà exercé, mais vous avez peut-être un bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture avec également le plan de trésor ou le compte d'exploitation prévisionnel. Voilà, ça aussi, faudrait le noter. Donc, indépendamment de ça, ce sont les éléments, on va dire, de base pour qu'un dossier de crédit soit déjà recevable et traité. Maintenant, il faut noter que chaque dossier de crédit dans l'analyse peut susciter certains documents ou certaines questions du banquier en question, parce qu'il y a des éléments qui ont été écrits qui ne comprennent pas ou qui souhaitent confirmer par des documents. Donc, voilà. Justement, on a parlé de bilan, état financier. Je pense que c'est un élément qui remet dans le chat. Quand la société n'a pas de bilan, est-ce que comment présenter justement la capacité financière de l'entreprise et puis en général, comment le banquier apprécie ce point-là? Monsieur Conan, Marshall, vous pouvez peut-être nous donner un peu un aperçu surtout parce que c'est une vraie problématique aussi dans notre milieu. En général, on a du mal à aller sur des dossiers pour lesquels on n'a pas d'état financier ou qui sont en démarrage. Mais quoique, il arrive parfois où il y a des dossiers qui sont financés. Donc, quels sont les éléments clés aujourd'hui sur lesquels on s'appuie quand le client n'a pas d'état financier ou quand il se projette, sur quoi on s'appuie pour pouvoir donner des financements à ces derniers-là? D'accord. OK, merci. Bon, sur le sujet, je vais voir les deux perspectives. Vous dire un peu ce que j'ai noté au niveau des banques et puis qu'est-ce qui se passe au niveau des microfinances. Au niveau des banques, ce qui va se passer, c'est que la banque va essayer de reconstituer, elle va essayer de reconstituer ton chiffre d'affaires. Essayer de comprendre certaines choses, mais de façon assez générale. Et ça va dépendre aussi du type de financement. Il est clair que quand on vient voir un banquier pour faire un investissement, si on n'a pas d'état financier, ça peut être délicat. Mais si par contre, on veut demander un spot au banquier ou une avance sur bon de commande, la banque sait que c'est lié en fait à la capacité du client à exécuter. Ce qu'elle va regarder, c'est combien le client a confié comme mouvement. Elle va aussi essayer de voir aussi les relevés du client dans les autres banques et voir un peu ce qu'il a confié comme mouvement pour se donner quand même une idée de la situation financière de l'entreprise. Mais comme je dis, c'est vraiment lié au type de financement. Si le client est en train de demander un découvert, en général, on veut quand même avoir des états financiers pour aller un peu plus loin. Mais si le client est en train de demander juste une escompte, ou bien il est en train de demander une avance sur une facture déjà exécutée, il n'y a pas vraiment un très grand niveau de risque. À partir de là, on peut ne pas trop regarder les données financières. Au niveau de la microfinance, ils vont un peu plus loin. 90% des clients financiers au niveau des microfinances n'ont pas d'état financier. Mais l'analyse financière ou bien l'analyse des données financières au niveau d'une institution bancaire et d'une institution de microfinance sont totalement différentes. Même quand il y a les états financiers, la microfinance considère que tes états financiers peuvent ne pas être justes parce que c'est la photographie à un moment donné, peut-être de l'année dernière. Mais ce que la microfinance va faire, elle va venir s'asseoir. Elle va dire, bon, d'accord, OK, dis-moi, est-ce que je peux avoir des factures de ce que tu as déjà acheté? Est-ce que je peux voir un peu les reçus de paiement? Est-ce que je peux voir ton registre? Bon, dis-moi, le jour où ton activité fonctionne bien là, tu as combien? Le jour où ça ne fonctionne pas bien là, tu as combien? Et le jour où c'est moyen, combien tu as? D'accord. Et tu travailles combien de jours par semaine? Quelles sont tes charges? Parce qu'il faut savoir que dans la majorité de ces structures-là, c'est les fonds de l'entreprise qu'on utilise pour payer aussi le loyer et tout. Donc, il va identifier toutes tes charges. Combien tu payes tes employés? Il va reconstituer tes états financiers avec toi. Il va le faire de façon mensuelle pour savoir et voir les périodes creuses et tout, et te sortir des états financiers, enfin, te sortir une estimation de des points financiers
Et de là, il va voir quelle est ta capacité de remboursement. Donc, au niveau des microfinances en général, on peut donner des crédits de 100 millions, 200 millions, sans avoir véritablement d'état financier, même 300 millions, en essayant de se baser sur ce qu'on découvre en explorant l'activité du client. Voilà. Donc, en banque, il faut, et même en microfinance aussi, on prend les relevés bancaires que le client a au niveau des microfinances des uns et des autres, et puis on essaie de recouper toutes ces informations pour pouvoir nous permettre de pouvoir apprécier la solidité financière de l'entreprise. Donc, voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Il y a M. Philippe Dodo qui lève la main depuis quelque temps et je pense qu'il a vraiment une question. On va prendre directement sa question et puis revenir après sur le chat pour continuer. Parce que quand même, ça fait un bon moment et je vois ses commentaires aussi. Monsieur Jonathan Philippe, si vous pouvez poser la question directement, l'un des intervenants va prendre et puis on va. Mais je rappelle que pour gagner du temps quand même, on va après prendre les questions, mais comme depuis vous lancez, vous demandez la main, on va répondre directement. D'accord, bonsoir à tous. En fait, bon, désolé pour l'insistance. Oui, c'était plus ou moins je suis chargé d'affaires dans une institution financière. J'ai pas mal d'expérience en micro. Et là, je suis en méso, mais bon, pratiquement la méso et la micro, c'est pratiquement la même famille. C'était plus ou moins pour enrichir les propos de M. Konon. Voilà. Et puis aussi, d'entrer depuis le début de la formation, la définition de la PME. Voilà. Dit que je suis vraiment, comme j'ai dit, chargé d'affaires et c'est moi, généralement, qui suis chargé de monter les dossiers de crédit. Et le thème m'a vraiment intéressé, raison pour laquelle j'ai opté pour une participation. Pour les rejets au niveau des dossiers de crédit, pour rentrer vraiment dans le sujet, je dirais qu'en tant que chargé d'affaires, comme ce que M. Konan vient de dire, nous retraçons véritablement, en fait, une espèce, bon, pour ne pas dire un format de compte de résultat du client qui nous sollicite pour un crédit dans le monde de la micro. Et par rapport à ça, nous essayons d'estimer que c'est une certaine capacité. Puis comme il a dit, c'est pas parce que nous retraçons de façon directe, mais on tient compte aussi des engagements que le client a dans notre institution et on lui demande la plupart du temps les documents qui sont soit le tableau d'amortissement et le relevé des comptes qu'il a, juste pour retracer ses mouvements. OK. Voilà, donc voilà, généralement c'est comme ça. D'accord. Maintenant, pour comment on appelle ça, pour le rejet de dossier, moi je positionne ce rejet à 2 niveaux. Le premier niveau s'appelle du fait de chargé d'affaires qui n'est pas véritablement, bon, pas qui n'est pas véritablement en mesure, mais qui ne s'approprie pas vraiment l'activité du client pour pouvoir en fait le transmettre à ses supérieurs hiérarchiques. Après aussi à ce niveau, le deuxième niveau, c'est la compréhension du supérieur hiérarchique vis-à-vis du dossier présenté par le chargé d'affaires, bien par le gestionnaire de portefeuille, par exemple, si on peut le dire. Voilà, parce qu'il y a un côté chargé d'affaires qui se rend sur le terrain pour évaluer l'activité du client lorsque ce dernier sollicite un crédit auprès de la banque. Et il y a aussi le volet en interne où le chargé d'affaires, après montage du dossier, se présente au niveau des responsables pour une présentation du dossier. Donc, on va essayer d'aller rapidement. Je pense que les points ont été déjà mentionnés par les intervenants. Les parts des responsabilités sont partagées, mais ce qu'on veut faire comprendre ici, c'est que l'entrepreneur ou la PME doit, on va dire, se préparer lorsqu'elle va aller vers un financement, que ce soit d'une microfinance ou d'une banque. Parce que, comme on le dit, personne ne maîtrise mieux l'activité du client que lui-même. Donc, s'il ne traduit pas bien son activité au chargé d'affaires, naturellement, il ne pourra pas retranscrire ça aussi aisément à son supérieur hiérarchique. Donc, pour ça, on va clé cette série. On va terminer rapidement avec les 2 dernières questions
sur le sujet et venir maintenant aux questions du chat sur les différents intervenants. Parce que je vois qu'il y a des mains aussi dans le chat. Mais on va finir 2 dernières questions, conclure cette partie-là, et puis passer maintenant à la libre aux questions dans le chat afin de gagner du temps. On va prendre juste 15 minutes encore et puis chercher à clôturer parce que déjà, je pense qu'on est déjà pris par le temps. Donc, la question qu'on va adresser justement, c'est aujourd'hui, en quoi, comme c'est un cabinet qui nous invite, qui lui est spécialisé dans le conseil et l'accompagnement des PME, aujourd'hui, c'est de nous donner aujourd'hui le rôle que joue effectivement ou la démarche que le cabinet joue dans le montage des dossiers de crédit pour les PME aujourd'hui. Ça, c'est la question qu'on va adresser directement à l'organisateur. Et puis pour nous, pour les autres différents intervenants, en général, est-ce que les dossiers qui viennent des cabinets, on va dire, sont bien structurés? Et puis, si on peut avoir une idée des taux d'acceptation, par exemple, des dossiers montés généralement par les cabinets. Ça, ce sera les 2 dernières questions sur cette partie. Et puis, je pense qu'on va clôturer la présentation par les questions du chat. Monsieur Zo, on a une question pour vous, hein. Aujourd'hui, en tant que cabinet, quel est votre apport dans l'accompagnement des clients dans leur recherche de financement? Ok, merci bien, Monsieur Do. Comme vous l'avez souligné, ADC se positionne comme un intermédiaire financier. Donc, ce que nous faisons, nous sommes beaucoup déjà dans un processus d'abord d'éducation déjà. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à percevoir le processus pour obtenir un crédit dans les différentes institutions financières. Donc, il y a vraiment le rôle d'éducateur, d'accompagnateur dans la compréhension des besoins afin de pouvoir en fait analyser la situation financière et ensuite on va en fait définir clairement le besoin de financement en termes de montant, objectif et les différentes échéances. Et ensuite, nous aidons en fait dans la préparation en fait du dossier, bien entendu, dont la liste en fait viendront de l'institution ou comme on appelle l'institution financière auquel nous allons nous adresser pour le besoin de financement. Donc, il s'agira de pouvoir structurer le dossier de crédit, mettre en avant les points forts de l'entreprise et puis également anticiper les différentes questions ou objections des financeurs. Et puis, au vu du projet, des différents besoins autres, il s'agira pour nous de pouvoir trouver le bon financeur. Donc, à travers les différentes institutions ou organismes de financement spécialisés de la place et bien entendu pouvoir négocier les conditions de prêt et défendre en fait le dossier. Donc pour terminer, ce que nous faisons, c'est de vraiment pouvoir en fait accompagner le client, donc l'entreprise, le porteur du projet dans tout ce processus que je viens de lister en amont afin de pouvoir lui permettre de pouvoir gagner en temps et avoir la chance de pouvoir bénéficier de ce financement dont il a besoin en vue de pouvoir booster ses activités. Donc, Ok. je peux faire ma réponse. Merci. D'accord. Je pense que c'est bien noté. Mais ces intervenants, est-ce que naturellement, je sais que on a très souvent aussi les cabinets qui nous apportent des dossiers de crédit pour leurs clients, pour le compte de leurs clients, des pièces. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de voir un peu le paysage. Quel est le taux d'acceptation, comme j'ai dit, de ces dossiers-là en général, ce dossier reçu par les cabinets. Et puis, si possible, est-ce que, en général, ces clients se comportent bien dans le remboursement de leurs crédits? Donc, la question reste ouverte justement entre les deux intervenants pour conclure. Donc, on va commencer par Ekouma et puis terminer avec M. Conan Martial. Bon, en termes de statistiques, c'est une question un peu difficile. J'ai réfléchi à ça pendant que tu parlais. Ouais. Il y a des dossiers acceptés, des dossiers refusés.
Il y a des bons cabinets aussi qui facilitent la tâche, comme il y en a aussi qui sont vraiment... Ce que je leur reproche en général, c'est de faire un peu trop de théorie, hein, quelquefois. Parce que bon, ils ont eu une opportunité vraiment gigantesque, hein, vu le gap entre la culture bancaire qui est les PME et puis les banques. Les PME ne comprennent, la plupart ne comprennent vraiment pas comment ça fonctionne la banque. Les banques aussi, souvent, on est un peu comme les démarches, j'entendais là la démarche de la microfinance, c'est assez intéressant d'aller dans ce détail près là que les banquiers, franchement, c'est pas des choses qu'on va aller forcément faire dans le détail à ce niveau-là, parce qu'il y a le volume, il y a toutes ces choses, il y a aussi d'un point de vue réglementaire, pas mal de choses à regarder même, parce que même d'un point de vue, même tout ce qui est opération de blanchiment, on veut s'assurer que tout ce qu'on a comme traçabilité, collecte des données officielles, des choses, il y a tellement de contraintes que souvent, ça fait que les banques ne descendent pas sur moi. C'est souvent pour ça que les microfinances ont été créées, justement, pour couvrir, en fait, ce gap-là. Donc, je trouve que les cabinets ont une opportunité gigantesque d'être vraiment au milieu pour à la fois parler aux banques de comment fonctionnent les PME et d'expliquer aussi aux PME comment fonctionne la banque. Ce qui me dérange en général, c'est que tu peux avoir pas mal de dossiers qui sont vraiment trop théoriques. À la limite, c'est un peu comme si on démontrait toutes les techniques d'analyse financière, de concept projeté des cash flows. On sait comment retraiter le bœuf, le fonds de roulement. Ça, quand tu fais des corporates de certaine taille, ok, mais sur des PME, on sait très bien comment les données sont, tout ça. Donc, moi, franchement, ce que je pense ce sur quoi ils devraient vraiment se concentrer, c'est ce dont je parlais tout de suite, c'est vraiment de réussir à traduire les KYC de l'entreprise. C'est-à-dire que présenter l'entreprise dans le détail, rentrer dans l'univers, pour que le banquier, quand il a ce dossier-là, justement, ce travail dont je parlais, de rentrer dans l'univers de l'entreprise, d'expliquer son historique, son fonctionnement, ses détails, ses procédures. Je pense qu'il devrait surtout se concentrer sur ce point-là, même aller nous prendre des informations d'historique, de crédit. Il devrait se davantage focus sur cet aspect-là. En faisant ça, ils auraient fait gagner un temps énorme. Parce que voilà ce qui se passe. Hein, on te dépose des bilans sur 3 ans, des plans de trésorerie, des analyses financières. Ok, je comprends. Donc, allô? Souvent, les dossiers... Ouais, non, j'ai reçu un appel là, ça. Okay. Souvent, les dossiers qu'ils envoient sont adressés à tellement de partenaires en même temps, parce qu'ils font... Ce que j'ai remarqué, hein, je pense que vraiment, je remarque aussi souvent, c'est qu'ils ont fait un dossier unique qu'ils vont déposer dans des fonds d'investissement, ils vont déposer dans des microfinances et des banques, mais on n'a pas du tout les mêmes grilles d'analyse. Donc, souvent, tu vas te retrouver plein d'indicateurs qui sont peut-être intéressants pour un fonds d'investissement qui veut prendre des parts. Voilà, bien des fonds de capital risque et autres, qui veulent prendre des parts, mais qui n'intéressent pas du tout le banquier. Donc, tu as plein de trucs théoriques là. Et maintenant, quand tu vas recevoir, c'est maintenant que tu vas aller voir le client, lui dire, tu as été créé quand, tes actionnaires, c'est qui, c'est quoi tes produits, ton chiffre d'affaires les 3 dernières années, c'est quoi ton cycle d'exploitation. Je pense que, à la limite, on entend de refaire complètement le travail que je pense que le cabinet aurait dû faire vraiment à ce niveau-là pour nous faciliter la tâche. Exactement. D'accord. Pour enchérir, puisque je suis responsable crédit, effectivement, on n'a pas trop grande différence entre les dossiers de crédit qui viennent directement par les cabinets et puis les entreprises elles-mêmes. Parce que, effectivement, ce que tu dis, c'est que les cabinets sont dans cette technicité financière de montrer certains indicateurs en termes de solde de gestion, etc. Et puis, je pense qu'à travers ces différents webinaires, ces différentes formations, l'idée aussi, c'est de permettre aux cabinets de montrer leur expertise en termes de maîtrise des PME. Pas sur l'aspect projection financière ou technicité financière, mais sur l'aspect de compréhension des activités. Et que si une PME est dans tel secteur d'activité, on a ce cabinet-là qui peut nous dire voici comment le secteur d'activité fonctionne. Et nous, voici comment ce client-là, où il se positionne. Donc, maintenant, tout l'historique, comme tu l'as si bien cité, le client, ses différents clients, ses fournisseurs, son cycle d'approvisionnement, etc., ses actionnaires, l'historique de ses actionnaires, tout ça, c'est son historique là, son histoire là, afin de pouvoir maintenant atterrir aux aspects financiers qui, en général, selon d'une banque à une autre ou d'une banque à un fonds d'investissement, n'ont pas les mêmes indicateurs financiers. Mais je pense que c'est une aubaine quand même pour eux de montrer
Parce qu'aujourd'hui, contrairement aux pays développés, nos cabinets encore ici n'ont pas cette reconnaissance-là des banques en termes d'intermédiation financière. Et justement, c'est la compréhension du sujet des PME qui leur permettra de se positionner, pour nous, en tant que banquier, de dire, ah bon, si c'est des PME, c'est intéressant qu'on reçoive des dossiers de ce cabinet-là ou de ces cabinets-là parce qu'ils maîtrisent mieux l'activité des PME dans ce secteur-là. Et ils connaissent aussi les risques ou nos grilles d'évaluation afin de pouvoir bien monter des dossiers, on va dire, favorables. Donc, je pense que pour ça va à l'endroit de monsieur Benzo, pour le compte des différents banquiers qui sont là. Et monsieur Conan, le point aussi, voilà, la question vous est retournée effectivement au thème des microfinances, vous ce qu'avez fait les microfinances, la banque. Aujourd'hui, quels sont pour vous, quel est le conseil que vous donneriez à une PME ou à une nouvelle entreprise qui démarre pour naturellement obtenir un financement, on va dire, dans quelques mois ou auprès de sa banque? Ça sera vraiment. D'accord. C'est une question qui revient beaucoup dans le chat, donc je la prends en même temps Mhm. en termes de pouvoir conclure avec vous. D'accord. Vous savez, sur la question, il est difficile, et on le sait, aujourd'hui, si quelqu'un vient nous voir nous-mêmes pour nous dire, écoute, moi, je souhaite aller lancer un taxi et que je n'ai jamais fait de taxi, mais je souhaite aller lancer un taxi sur le marché, mais donne-moi 100 000 francs ou bien 2 millions ou 3 millions pour que je commence. On aura nous-mêmes un peu de mal, en fait. Parce que malheureusement, ce qu'on n'a pas, c'est l'historique. Et les banques n'ont pas, les banques et les microfinances ne sont pas forcément les structures qui sont orientées vers, je dirais, le financement des activités qui commencent. C'est ça. Parce que même au niveau des microfinances, on va demander, et même des banques, on va demander que l'activité existe depuis un certain nombre de temps. Et même quand une microfinance veut financer une activité qui a débuté, ça a débuté depuis quelque temps, et peut-être le client, on le connaît parce qu'il était dans une autre activité depuis un certain nombre d'années, mais il est difficile de financer une activité qui commence. Moi, par exemple, j'ai un cabinet de formation en leadership et coaching. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux partir dans une microfinance et puis lui dire, mon cabinet vient d'être créé, j'ai un collaborateur, je veux que vous m'aidiez à pouvoir avoir 10 millions pour pouvoir acheter tout mon matériel? Ce sera difficile. Donc, pour moi, en fait, ce qu'il faut faire, c'est se dire que dès le départ, on essaie d'avoir une bonne discipline financière, on essaie d'aller un pas et un autre après, et on essaie de se préparer déjà pour pouvoir aller vers ces institutions parce qu'on aura quand même eu un historique. Et comme on a dit dans cette préparation, il faut ouvrir un compte dans une banque, faire passer, ou une microfinance, faire passer ces fonds régulièrement pour qu'il y ait une traçabilité. Et ces mouvements-là qui sont confiés peuvent permettre, dans certains cas, de faire certaines dérogations. Mais aujourd'hui, quand on crée une entreprise et qu'on veut avoir un financement, il faut aller vers peut-être les business angels, des structures spécialisées dans la prise de risque à un certain niveau, parce que la banque, elle a pris l'argent de quelqu'un pour pouvoir prêter à une autre personne et elle ne peut pas se permettre, et même la microfinance, elle ne peut pas se permettre de prendre un risque jusqu'à un certain niveau. Par contre, si vous avez une activité qui fonctionne bien et que vous voulez développer un autre volet lié quand même à cette activité, elle va regarder si vous avez une certaine expertise, si vous avez quand même un carnet de commandes ou quelque chose, vous êtes dans la communication, vous voulez vous lancer dans un type d'impression particulier, là, on peut étudier parce que c'est une nouvelle activité, mais qui est sous-tendue en bas par une activité qui existait déjà et qui est en train de se diversifier. Mais partir de zéro, arrêter son travail, commencer une nouvelle activité et demander l'aide d'une banque, quand les banques l'ont essayé pour une raison ou pour une autre, elles ont dû provisionner ces montants-là dans la majorité des cas. Donc, le risque est trop élevé. Je suis D'accord, désolé merci pour bien. les entrepreneurs. Si, c'est bien noté. Je pense que l'idée pour nos participants, c'est de comprendre que c'est vrai, on est dans une réalité où on présente l'entrepreneuriat que les banques financent. Et très souvent, les gens se projettent avec l'environnement européen ou extérieur. On n'a pas la même réalité en termes de risque, en termes de qualité d'information, en termes de données. Chez nous ici, justement, on sait comment certaines choses sont montées, donc le risque est énorme par rapport aux engagements qu'on prend, par rapport au financement qu'on fait. Donc, naturellement,
C'est tout naturellement que on a du mal à aller sur des projets qui viennent de démarrer parce que le promoteur lui-même est en phase des tests du projet, donc ne maîtrise pas tous les risques liés au projet. Donc, c'est pour cela que pour les microfinances, comme pour les banques, on souhaite que ce soit vraiment une activité qui a déjà démarré, où le client a présenté un historique de maîtrise quand même de son cycle d'exploitation, etc. Donc, je pense que c'est bien noté. On va prendre deux questions dans le chat et puis je pense qu'on va clôturer. Il y a des questions qui se répètent et pour lesquelles on a déjà répondu pendant le sujet. Euh, voilà, donc pour la question, je vois dans un contexte où on a l'informel, on va dire, est accru, comment rassurer un bailleur ou un investisseur que notre modèle est solide et structuré. Bon, je pense qu'on a assez répondu sur le sujet. C'est une question d'organisation et puis de présentation, de maîtrise de votre activité. Pour un investisseur, mais pour une banque, micro ou même microfinance aujourd'hui, elles sont amenées à voir de l'existant je passe le contrôle, monsieur Conan, c'est vraiment l'existant qui lui permet de dire, OK, il a un magasin, il a une quincaillerie, ça marche bien, il maîtrise bien, il veut ouvrir une deuxième boutique ou bien une deuxième quincaillerie. La microfinance se rend compte que va bien sur son site, constate qu'il maîtrise cela et est prêt à aller sur le nouveau projet. Et même quand elle fait cela, justement, c'est pour permettre à ce que si le projet qu'elle finance on va dire, fonctionne mal, l'activité existante elle-même a de la ressource pour pouvoir supporter une partie quand même du remboursement du crédit. Donc, c'est pour atténuer ou diminuer la perte finale au cas où. Maintenant, est-ce qu'il y a des accompagnements ou des aides pour monter un bon dossier de financement? Bon, oui, il y a le cabinet Afrique Développement Consulting qui nous a réunis ce soir-là pour en parler. C'est un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des micros, des dossiers d'entreprise. Euh, Bon, je vois une question qui s'adresse à M. Conan. S'il existe dans le secteur de la microfinance des types de crédits qui peuvent être accordés sans aucune forme de garantie. Bon, je pense aussi effectivement qu'on a répondu sur le sujet. Il s'agit naturellement des avances sur facture ou des traites, des escomptes. Aujourd'hui, les microfinances ont ce type de financement-là. Donc, en général, puisque le risque est porté sur l'entreprise qui va payer, et si elle est bien connue, et si aussi l'expertise de votre entreprise est aussi prouvée, naturellement, on a parlé de la caution personnelle qui permet, elle, de ne pas prendre de garantie, trop de garanties lourdes, ou une simple retenue des garanties à la mise en place du crédit. En général, hein, par expérience, c'est le genre de garanties qui sont demandées, mais qui ne sont pas des garanties, on va dire, difficiles à constituer ou lourdes. Maintenant, ce que l'on pourrait rajouter, hein, comme la question s'adresse directement à vous, vous pouvez Non, répondre sur ce sujet. je pense que c'est ça. Hein. Vous savez, comme je dis, la banque ou la microfinance prennent de l'argent des autres, des épargnants, pour pouvoir prêter, en fait. Et forcément, quand on donne un crédit, à moins que ce soit un crédit causé, comme on a expliqué, il y a forcément une garantie. Peut-être que ce que les microfinances font en termes de garantie, on va pas forcément, quand on parle de garantie, on va pas forcément venir vous demander tout de suite une hypothèque ou bien des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les microfinances ont quand même une certaine flexibilité en termes de garantie. Je vous donne un exemple. Vous voulez prendre un crédit peut-être de 5 millions. Vous avez un véhicule 4x4 de 10 millions. Je peux me baser sur ce véhicule-là qui a un certain âge acceptable, 5 ans, 6 ans, souvent un peu plus quand il est en bon état. Et puis, par exemple, vous donnez un crédit, mais je m'assure d'abord que votre activité peut bien rembourser parce que, comme on a dit, ce n'est pas la garantie qui fait le crédit, mais est-ce que l'activité elle-même est viable? Est-ce qu'elle est bien présentée? À partir de là, il y a plein de moyens. On peut pas prendre, au niveau des banques, il y a des personnes qui peuvent se porter, de la microfinance, des personnes qui peuvent être des avals. Voilà, donc vous avez d'autres personnes, des fonctionnaires ou même des salariés qui peuvent venir avaliser votre crédit, qui sont des sortes de cautions morales et qui permettent de vous donner aussi des crédits avec des petits dispositifs. Même sur les garanties espèces, la microfinance, elle sait souvent vous donner le crédit et maintenir une petite partie pour faire face à ce petit dispositif de garantie en espèces. Donc, il y a quand même une flexibilité, mais on ne donne pas un crédit en général avec rien du tout. Exactement.
Parce que comme on a dit, la garantie permet justement d'avoir une certaine pression morale aux Tout à fait. entrepreneurs de vouloir rembourser le crédit, en fait. Donc, je pense que l'une des questions, elle vient de M. Amani Konan Ezekiel, qui dit qu'il est fondateur d'une microfinance aussi. Donc, pour lui, c'est un conseil. Il demande des conseils que vous pouvez donner pour attirer des investisseurs vous qui êtes déjà de microfinance aujourd'hui. Voilà, donc c'est un conseil que un nouveau coffret demande pour attirer des investisseurs dans son capital, si on peut dire ainsi. Quelle est l'approche qu'il doit adopter afin de rassurer des gens sur sa microfinance qu'il a constituée ou qui est en démarrage, selon vous aujourd'hui? Voilà. Je dirais qu'à ce niveau, il y a une chose qu'il faut faire déjà, c'est la question de l'organisation même de cette microfinance. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de microfinances qui ont commencé et qui ont fermé. C'est le business model. Comment est-ce qu'on va gagner de l'argent? Ce que l'investisseur va regarder, effectivement, il y a beaucoup d'investisseurs qui financent, même l'Union européenne, la BEI, il y a plusieurs investisseurs qui financent les microfinances et tout, mais ils vont regarder le modèle économique. Comment est-ce que la structure est organisée? Quelle est sa vision? Comment est-ce qu'elle compte avancer? Quelles sont les procédures qu'elle a mises en place? Quelle est sa cible et tout? Il y a plein d'aspects qu'il faut regarder. C'est beaucoup de choses. Et moi, je suis disponible par le biais du cabinet à échanger avec lui pour qu'on puisse rentrer dans un certain nombre de détails. Et puis, peut-être le cabinet pourra l'accompagner. Afrique Development Consulting pourra l'accompagner sur cette question et moi, je pourrais peut-être aussi participer parce que en quelques minutes, je ne pourrais pas dire tout. Il y a beaucoup d'aspects. Exactement, exactement. C'est bien noté, merci. Je pense qu'effectivement, il est intéressé à rentrer en contact avec vous. Donc, monsieur Amani Konan, vous pouvez passer par le cabinet qui va vous permettre de pouvoir bien échanger avec monsieur Konan. Donc, je pense qu'on a parcouru l'ensemble des questions. Hein. Écoute-moi, si tu as un dernier point à ajouter, je prends rapidement un point de monsieur Zo. Voilà. Donc, après ça, je pense qu'on va clôturer et puis laisser un mot à monsieur Obenzo pour qu'on puisse clôturer la session. Écoute-moi, bon, je pense que... Oui, non, je suis là. Voilà, donc je pense que... Voilà. C'est de remercier les participants hein, de leur disponibilité. Et je veux qu'on retienne que quand on ne connaît pas quelque chose, on s'approche pour savoir. Voilà. Parce que les gens, il y a trop de gens qui répètent que les banques ne financent pas les PME. Ce n'est pas vrai. La preuve, je suis responsable PME en banque, elle est chargée d'affaires PME. C'est bien parce que la banque veut financer les PME. Le problème qu'on a, c'est la méconnaissance des PME du fonctionnement du système bancaire. Donc, quand on ne connaît pas une chose, on s'approche, on demande, on se forme, on pose des questions comme on entend le faire, et une fois qu'on a les outils, on les applique pour pouvoir arriver à bon port. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire vraiment à tous ceux qui sont présents, c'est de s'approcher des banques, surtout quand on n'a pas besoin d'elles. Parce que l'erreur en général, c'est de venir à la banque à une urgence. Ton urgence ne sera pas forcément l'urgence de la banque. Voilà. Donc, mieux vaut dès avant que cette urgence arrive de venir se former à prendre la banque comme ça, le jour, on est plus fort pour anticiper aussi, voilà. Quand on sent qu'on va avoir des problèmes de trésorerie, là, on vient maintenant vers la banque, vers la banque longtemps avant pour avoir toutes ces informations, se préparer pour comme ça, au moment où le besoin se présente, parce que par telle expérience, hein, moi qui étais chargé d'affaires corporate, quand vous allez voir les corporates, chaque année, en octobre, septembre, on commence à t'envoyer tous leurs éléments pour te parler de l'année prochaine qui va dans les 18 prochains mois. Ils se préparent. Ils vont te mettre des lignes qu'ils ne vont pas forcément utiliser, mais dans leur projection sur 12, 18 mois, il se peut qu'elles aient besoin de ce crédit-là. Donc, elles vont tout faire pour te faire valider ça maintenant. Comme ça, le jour où l'urgence se présente, la ligne est déjà là, on l'utilise et on passe à autre chose. Mais les PME, elles vont rester dans leur coin sans projeter rien du tout. Et le jour où il y a un bon de commande qui tombe là, on court à la banque. Donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. Mais la banque a besoin de prendre le temps pour analyser parce que, un, elle ne te connaît pas. Et deux, elle ne veut pas prendre des décisions qui vont créer après des pertes. Ils vont impacter les dépôts des épargnants. Pardon, c'était ça mon mot de fin. Merci. Donc, moi, je tiens à remercier le cabinet Afrique Development Consulting, surtout pour la sélection des intervenants. C'est une belle rencontre de M. Konan Martial, qui a une bonne expérience du secteur,
qui est aussi administrateur dans des institutions financières. Donc, c'est une bonne expérience, on va dire. Et Kouma aussi, qui est un ami proche et aussi une bonne expérience. Vraiment, merci au cabinet, merci pour l'initiative, ce qui permet de renforcer l'éducation financière, même que nous tous essayons d'apporter aujourd'hui. Et merci beaucoup aux intervenants. Merci pour la qualité des échanges et merci aussi pour les participants, vu l'heure qui ont tenu quand même à participer malgré le décalage. C'est pas de notre faute, hein, c'est dû aux contraintes professionnelles c'est ce qui nous a amené à décaler les horaires. Et donc, je vais laisser le soin à M. Aubin de clôturer la session et puis on se dira au revoir. Ok, merci bien, M. Go. Effectivement, nous tenons à remercier les deux intervenants, M. Konan et M. Ekouman, pour leur brillante intervention. Merci également aux participants pour leur présence. Comme je le disais, le FinTalk, c'est vraiment une initiative du cabinet Afrique Development Consulting. Et chaque mois, nous allons aborder des thématiques cruciales sur le financement, l'investissement, la gestion financière, les tendances économiques. Et l'objectif est de pouvoir démystifier les concepts et fournir des conseils pratiques pour aider les entrepreneurs à prendre des décisions stratégiques et éclairées. Sur ce, nous avons débordé de 19 minutes. Nous nous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle thématique avec, par la grâce de Dieu, de nouveaux intervenants pour enrichir nos différentes connaissances. Merci à tous les participants. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient rentrer en contact avec les différents speakers, n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons plaisir de pouvoir répondre à vos préoccupations. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, M. Konan. Merci beaucoup. On a des sujets, donc merci on se parle après. Merci à tout le monde. Okay, merci. Merci. Merci à tous.